Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai dû changer mon programme de vidéo, mais vous aurez la vidéo qui aurait dû être aujourd'hui bientôt, vous en faites pas. Pourquoi est-ce que vous vous en inquiéterez en vrai, parce que vous savez même pas de quelle vidéo il s'agit. L'essentiel c'est plutôt la vidéo du jour. Et je vais vous présenter dans celle-ci, oh punaise, 10 sagas, 10 des livres tout du moins, parce qu'il n'y a pas que des sagas, que j'ai du mal à sortir de ma palle. Vous allez voir, il y a des choses un peu plus récentes, des choses un peu plus anciennes, et pour chacune d'elles, j'ai une excuse en béton. Si c'est une de vos sagas coup de cœur, parce que pour certaines, je sais que c'est le cas, ne soyez pas vexés. Ça ne veut pas dire que votre livre ou votre saga, ou peu importe, ne vaut pas le coup. Ça veut simplement dire que moi, pour des raisons que je vais vous énumérer, je n'arrive pas à les lire actuellement, mais s'ils sont dans ma pile à lire, c'est qu'ils me font très envie. Donc à un moment donné, ça passera à la casserole, ou peut-être, je pense à une saga dedans, peut-être, je dis, que finalement je m'en séparerai. Ça y est, j'ai fini mon suspense, on peut commencer? Sans plus attendre, on commence avec un one-shot de fantasy, à savoir La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Hugo, dans la récente collection Stardust. Qu'est-ce qui me bloque clairement pour ce roman? Eh bien c'est simplement les retours qu'il y a eu le concernant. Parce que j'ai récemment lu La fille du roi pirate, je crois que c'est une duologie de tête, qu'a écrit également l'autrice. Je vous ai fait une chronique complète sur YouTube, si vous voulez la voir, elle est juste ici. Et moi en fait j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé comment elle construit son histoire, l'univers, enfin vraiment j'ai pas de côté de choses vraiment négatives à énumérer concernant l'autrice, donc du coup je me dis que c'est peut-être con de me sentir un petit peu étriquée à l'idée d'aller découvrir cette histoire, alors qu'en réalité j'aime bien ce qu'elle fait. Alors oui, je sais que c'est un one shot, donc je sais qu'il va me manquer peut-être quelque chose, que ce sera pas assez creusé, etc. Je le comprends, c'est un one shot et en plus de ça il fait même pas 500 pages, donc oui effectivement. Mais maintenant que je suis prévenue, est-ce que il n'y a pas moyen de moyenner avec mon cerveau pour sortir de ma pile à lire? J'ai plus les tenants et les aboutissants de l'histoire en tête, par contre il y a une petite phrase d'accroche qui, je pense, fait vraiment le job. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Surtout qu'en plus il vient de sortir en poche. Bon moi j'ai le grand format, mais il vient de sortir en poche, donc je me dis c'est que j'ai suffisamment attendu. Je crois que ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire celui-là. Donc il faut arrêter de déconner. D'ailleurs si vous voulez me motiver à sortir certains titres, l'espace des commentaires est fait pour ça. Celui-ci, alors, en fait c'est celui-là qui va peut-être jarter de ma pile à lire à un moment donné. C'est donc la saga La Sélection de Caracas aux éditions de la collection R, donc Robert Laffont. Je sais que c'est une espèce de compétition entre différentes candidates pour qu'il n'y en reste plus qu'une et qu'elle épouse le prince, je crois, quelque chose comme ça. Donc sur le principe, je trouve ça assez intéressant, cette espèce de guéguerre, cette espèce de complot entre elles, d'intrigue, à savoir qui va être prise, etc. Sachant que nous, notre héroïne à la base, ne voulait pas spécialement y aller, qu'elle avait son univers, son Roméo, dirons-nous. Donc franchement, il y a de quoi faire. Mais en fait, le truc c'est que, eh ben ça date. C'est un écrit de 2012, donc c'est un écrit qui a 11 ans. Et j'ai peur que, à ce jour, ce soit quelque chose qui ne soit plus aussi bien avec ces 11 ans qu'il a pris dans la tronche. Donc je sais que vous êtes très nombreux à avoir lu la sélection, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça peut toujours me plaire, si au vu de mes goûts ça peut le faire, si je vais pas être trop dépaysée en mode c'est trop 2010 ou j'en sais rien. J'ai vraiment besoin de votre aide dans cette vidéo, donc c'est le moment d'y aller si jamais c'est une saga que vous souhaitez que je découvre. D'autant plus que j'ai l'entièreté de celle-ci. C'est pas mal. Ah, celle-ci, je poursuis donc. Gardien des cités perdues de Samantha Messenger aux éditions Lumen. J'ai découvert les 2 premiers tomes durant le premier confinement et vraiment je les avais déglingués et j'étais en PLS à l'idée de pas avoir le tome 3 puisque c'était très difficile de se procurer des livres à ce moment-là. J'avais réussi à mettre la main dessus donc j'étais la plus heureuse et en fait j'ai laissé un petit peu le soufflet retomber depuis. En termes de je me souviens de ce qui se passe, etc., je suis pas trop mal, mais le pire c'est qu'en fait je savais que j'allais pas avoir le tome 3 tout de suite à cause des raisons que je viens de vous préciser. Et du coup durant ma lecture du tome 2, vraiment c'est un truc hyper complet, hyper spoiler que j'ai fait dans mon espace de notes sur mon téléphone, donc je sais que je serai pas perdue. Le truc peut-être qui me rebute un petit peu, mais je mets des gros guillemets, c'est que c'est de la jeunesse et en ce moment c'est pas quelque chose vraiment vers lequel j'ai envie d'aller. Et en plus de ça, c'est que c'est une saga très très longue et en plus elle est pas finie d'être publiée. Du coup je me dis, j'adore, mais m'embarquer avec tous ces tomes à rattraper, puisque là il y a le 9e tome qui est sorti, sachant que je sais qu'il y a un tome 8.5, donc en réalité ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et demi, 9, oui je compte comme ça. Ça fait donc 8 tomes à rattraper, et je me dis 8 tomes, enfin, 8 tomes.
Voilà, c'est là-dessus où je suis bloquée. De mémoire ensuite, Sophie, une jeune humaine qui n'est pas tout à fait ordinaire. Parce qu'en vérité, elle peut entendre, je crois, les pensées des gens, et elle a aussi un espèce d'autre don, mais je ne sais plus lequel c'est. Et en fait, si elle a tous ces dons, c'est parce qu'elle n'est pas humaine, elle vient d'ailleurs, elle serait une elfe. J'espère ne pas me tromper, que c'est pas des failles, mais je crois que c'est des elfes. Et donc quand elle arrive dans l'univers là-bas, elle doit tout apprendre de celui-ci, de qui elle est vraiment, puisque son identité est beaucoup plus complexe que cela, elle n'est pas vraiment elfe, il y a beaucoup de choses à tâtonner là-dedans. Donc il y a vraiment une vibe Harry Potter avec qui je suis en réalité, ce côté je vais à l'école, je rattrape mon retard, enfin il y a vraiment cette vibe et j'ai vraiment, encore une fois, apprécié les 2 premiers tomes. Donc bon, il va falloir que je continue. Aussi, toujours aux éditions Lumen, on va donc enchaîner avec notamment le tome 3 de la saga Sœur de sang de Niki Popretto. J'ai dévoré le tome 1 que j'ai adoré, il y avait des petites longueurs mais franchement ça m'a pas trop gêné. Par contre le tome 2, je dirais que les 3/4 du roman ça a été des longueurs, mais des longueurs, la fin par contre géniale. Et c'est pour ça que j'ai du mal à aller vers le tome 3 parce que je crois que ça ne fait que ça fait que des longueurs aussi. Et ça m'embête parce que, vous le voyez ou pas, c'est un pavé de l'espace. C'est-à-dire qu'il fait autour de 750 pages le coco. Donc moi qui n'ai pas forcément énormément de temps à dédier à la lecture en ce moment, bah ça me fait mal de passer autant de temps sur un roman s'il va y avoir autant de longueur que dans le tome 2 quoi. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me rassurer, si vraiment il y a des longueurs, soyez honnête s'il vous plaît. Sœur de sang, c'est l'histoire de 2 sœurs qu'on suit dans un univers où il y a eu beaucoup de batailles et le peuple qui a gagné, ce sont en fait ceux qui ne chevauchaient pas les phénix. Et en fait nos 2 héroïnes vont trouver un œuf de phénix et vont essayer de le faire éclore puisqu'il n'y en a plus depuis très longtemps. En parallèle on suit un soldat de l'armée, donc l'armée qui a vaincu et qui est en position actuellement. Sauf que lui il est un petit peu... il est là parce qu'il doit être là, parce que c'est obligatoire. Il y a des trucs à creuser le concernant. Et vous avez en dernière position un jeune homme qui est dans un camp secret, qui a une place très importante. Et dans ce camp, il est possible que tout ce qu'on dit en dehors est faux, que tout n'est pas mort, et il en fait partie. C'est très énigmatique, mais je veux pas forcément creuser. J'aimerais bien conclure quand même, parce que c'est le dernier tome, il faut se le dire. Donc bon, je l'ai pas mis dans mes sagas à terminer en 2023, mais j'y ai pensé après. Je sais pas si c'est la luminosité, si c'est parce que voilà, j'ai une couleur foncée, enfin des trucs assez chauds sur moi, mais j'ai l'impression d'être blanche comme un cul. Vivement l'été les gars. Un petit one shot, mais vous allez voir que pour certains, vraiment je fais des efforts parce que je les mets dans mes pales, dans les pales que je concocte pour des challenges et tout. Donc c'est vraiment que j'essaie de me donner les moyens de les sortir, vous voyez. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vichfab aux éditions Lumen dans la version brochée classique qui d'ailleurs est un petit peu abîmée puisqu'en fait c'est un papier calque, donc c'est extrêmement fragile. Pourquoi j'ai du mal à le sortir ce coco? Parce que je sais que c'est un roman extrêmement contemplatif. Et il faut savoir que jusque là, c'est pas les romans dans lesquels je suis épanouie. Par exemple, Le Faiseur de rêves, pour moi, je pense qu'il y a une partie assez contemplative, tout le début jusqu'à ce que Laszlo arrive à cette fameuse cité. Il se passe des petits trucs, mais c'est vraiment léger. Et d'après ce que j'ai compris concernant Adi Larue, qui est une demoiselle qui a fait un pacte avec la mort, le diable, je sais plus exactement qui, mais qui fait qu'une fois qu'on se détourne d'elle, on ne se souvient plus d'elle. Je me dis si pendant je sais pas combien de pages, elle fait juste voyager, à chaque fois les personnes l'oublient, etc., enfin ça va être vite répétitif. Je sais qu'il est adoré ou détesté et je me dis s'il est adoré c'est qu'il y a quand même une raison. Mais du coup est-ce qu'il est fait pour moi ou non? Réponse prochainement, j'ose espérer, puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Tarot Books Challenge que je vous remets juste ici si vous souhaitez la visionner. Je sais que vous êtes nombreux par ici à avoir adoré, si jamais tu passes par là ma petite oreille, bien sûr je pense à toi, mais n'hésitez pas à me dire, à comparer par exemple avec Le Faiseur de rêves si vous l'avez lu, ça peut grandement me rassurer. Je poursuis avec une saga, un univers qui met ma meilleure amie dans tous ses états parce que je ne la continue pas. Il s'agit de l'univers du Grishaverse, donc ici le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Pourquoi est-ce qu'en fait ça la met en PLS? Non pas qu'elle ait lu l'univers, c'est simplement qu'en fait elle adore la série sur Netflix et que moi je refuse de la regarder tant que j'ai pas lu ce que je suis censée lire pour pouvoir la regarder sans me faire spoiler. Et en fait quand j'ai lu le tome 1, c'était une super lecture. Franchement, j'avais pas grand chose à lui reprocher, mais il y avait pas le... Vous voyez, il manquait le... Du coup c'était chouette, mais ça m'a pas donné l'envie d'aller tout de suite vers le tome 2. Et depuis ça traîne dans cette pile à lire. Si jamais vous avez lu l'univers du Grishaverse, la trilogie Grisha par exemple, etc. N'hésitez pas à me dire si vraiment ça vaut le coup, s'il faut continuer ou si regarder Netflix c'est amplement suffisant. Alors vous faire un résumé, je me sens pas chaud patate en fait parce que j'ai peur de spoiler. Je sais plus ce qui est dit dans le résumé du tome 1 ou non et j'ai peur d'aller trop loin.
donc je vais me taire. De toute façon, si vous avez le moindre doute ou si vous avez besoin d'informations, tous les livres sont listés en barre d'informations avec des liens. Ça ne vous oblige à rien en termes d'achat, simplement vous avez les résumés du coup et c'est beaucoup plus simple pour vous. Ah, le fameux le fameux où je vais me faire battre, où je vais faire ça et vous allez tous sortir vos jolies règles d'école, puisqu'il s'agit de la saga À Cotard de Sarah Gimas aux éditions de la Martinière Jeunesse. En fait, j'ai lu le premier tome il y a un petit moment maintenant et c'était sympa. C'est un peu comme Grisha en fait, c'était sympa, j'ai pas grand chose à lui reprocher, enfin franchement ça va, mais c'est pas... Vous voyez? Et donc du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à aller vers le tome 2. Je ne vous demanderai pas votre aide pour sortir de ma palle parce qu'en fait je sais qu'il est incroyable, apparemment c'est le meilleur tome même de la saga. Chaque fois que les gens en parlent, je vois coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Donc bon, en soi, j'ai toutes les clés, j'ai tout ce qu'il faut pour le sortir, vous voyez? Et je sais pas pourquoi j'y vais pas en vrai, enfin... Oui, il est gros et en ce moment j'ai du mal à être vraiment concentrée dans mes lectures, c'est un fait. Mais bon, je me dis que si vous êtes tous en train de me dire qu'il est trop bien et tout ça, et qu'est-ce qui me retient? Je sais pas, sachant que je peux enfin vraiment découvrir les Indes dans ce tome et qu'apparemment c'est The Book Boyfriend en plus, enfin... Non mais des fois je me maudis, voilà, il faut se maudire, il faut s'insulter pour essayer de se bouger un petit peu mieux le cul. Encore une fois, je vais me faire battre. Il s'agit du coup de la saga Le sang et la cendre de Jennifer Ellerman Trott aux éditions de Saxus. Premièrement, j'ai du mal à lire plusieurs livres de l'autrice en même temps. Je vous dis ça, mais Sarah Gimas, je lis bien Kéléana, je lis bien du coup À Cotard. Je ne dis rien pour Sarah Gimas, mais pour JLA, on sait pas pourquoi, ça gêne. En fait, les retours sont tellement incroyables, genre incroyables. Pour certaines personnes, il a même détrôné la saga À Cotard, donc je pense à Soli par exemple, le Livrement addict. Je me dis, mais ça va être une claque, une claque. Et du coup, il faut que je lui accorde du temps. Le soir, quand je lis, j'ai beaucoup de mal, je suis fatiguée, c'est pas évident et c'est le seul moment de lecture que j'ai dans la journée. En plus de ça, à chaque fois que quelqu'un finit un tome, tout le monde est là genre en mode c'est le bout du rouleau de ma vie, si j'ai pas la suite, ça ne va pas. Alors oui, il y a le tome 2 qui est paru, que je possède également, mais le tome 3 n'est pas encore là. Soit il arrive bientôt, mais il n'est pas encore là maintenant. Du coup, on va dire que j'attends l'entièreté de la parution de la saga pour commencer, voilà. Et je me souviens même plus de tout, je sais que dedans il y a une pucelle, terme français absolument magnifique, et qu'elle doit être protégée je crois, jusqu'à un moment donné, il y a quelque chose de précis, et son gardien en fait il va se passer des choses avec lui. Ah ouais non mais c'est... Oh, on est sur du résumé de qualité, j'adore. Mais il me fait très envie donc vous en faites pas, franchement là-dessus c'est juste qu'il faut que je me sorte encore une fois les doigts du cul, mais après ça ira tout seul parce que j'en ai vraiment envie. Alors celui-ci, La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice aux éditions Hachette Roman. J'ai lu le tome 1 et en fait ça a été une lecture en demi-teinte, même si dans la conclusion, dans la finalité, à ce jour, je vous dis que j'ai vraiment adoré ce roman. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai commencé en version papier, le tome 1, et j'y arrivais pas. En fait, j'ai l'impression que les pages, elles se tournaient pas, que je faisais du surplace, ça m'énervait. Franchement, j'étais frustrée. Pas possible. Du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu plein le babal et j'ai décidé de changer de format et je suis passée sur un format e-book. Alors là, par contre, les pages maintenant... Franchement, je l'ai défoncé du moment que je suis passée sur ma liseuse. Et du coup, je me dis que c'est un livre pour que moi je puisse l'apprécier, il faut pas que je le lise classiquement. Je sais qu'il est disponible sur Nextory, donc je vous parle très régulièrement de cette application de lecture. Donc je pense que j'écouterai le tome 2 sur la plateforme. Je vais tester ce format parce que en plus de ça, c'est un univers qui est assez contemplatif, assez lent, avec une dynamique qui, une fois, est vraiment quelque chose de punchy avec beaucoup d'action, puis après on a vraiment les moments d'accalmie. Donc on peut dire qu'on a une temporalité qui est assez dynamique, qui est assez éparse. Et en termes d'e-book, je crois pas qu'il soit du coup sur Nextory, mais actuellement je n'ai plus de liseuse. Je compte m'en racheter une en avril, puisque en avril j'ai signé et c'est officiellement la fin de mon contrat en CDI avec ma rupture conventionnelle, donc ça veut dire que je vais avoir une petite rentrée d'argent, et de ce fait, j'ai décidé de m'offrir une liseuse. Je le précise rapidement, mais comme toujours, hein, le lien de Nextory est en barre d'informations. Vous avez 45 jours gratuits pour l'application avec mon lien. Sinon, si vous ne passez pas par un influenceur, vous avez l'équivalent de 15 jours d'essai gratuit. Donc vraiment, je souhaite continuer cette saga parce qu'elle est très bien et que j'adore l'univers, les personnages qui sont arrivés, tout est génial. Très brièvement, on suit... Punaise, j'ai fait faire tomber le roman. On suit Aria qui est fille de pâtissière ou boulangère, je crois, et qui amène régulièrement ce que fait sa mère, donc de ses fourneaux, directement au château. Sauf qu'en fait, ce château, ce royaume va se faire attaquer par un royaume ennemi, et Aria va à partir de ce moment devenir la passeuse de mots. Cette dernière a le de protéger le royaume et de le reconquérir. Pour ce faire, elle utilise la magie des mots. Les mots, c'est pas juste ce qu'elle va prononcer comme vous et moi, ce sont des objets, enfin c'est pas des objets, c'est pas vrai, c'est immatériel, mais en fait elle doit faire des missions, elle a des quêtes
à réaliser afin de les trouver. Et dans ces différentes quêtes, elle va pouvoir se voir évoluer en tant que passeuse de mots, mais également avoir différents consoeurs qui va la rejoindre. Je devrais dire d'ailleurs confrères parce qu'il n'y a que des paires de cacahuètes. Et ces confrères, ils sont tordants, je les adore. Ils apportent tellement quelque chose au récit, c'est vraiment incroyable. Je suppute une romance dans cet univers, mais si c'est le cas, c'est slow burn puissance 20 milliards. Enfin bref, il n'y a plus qu'à. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est une sortie récente, mais je sais que c'est un roman que je vais avoir beaucoup de mal à sortir de ma palle. Il s'agit du préquel du prieuré de l'Oranger, donc Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait moi le prieuré de l'Oranger, je l'ai lu pareil durant le premier confinement, donc ça date un petit peu. Et c'est un univers très complexe, on est sur de la fantasy à destination d'un public adulte. Et même si j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur, franchement je pense que j'ai oublié beaucoup de choses et j'ai peur que et bien du coup ce soit problématique pour la lecture du préquel. Alors oui, effectivement on suit pas les mêmes personnages, on suit une autre demoiselle qui appartient au prieuré de l'Oranger et ça se passe du coup bien avant l'histoire du prieuré, enfin bref, le rôle d'un préquel quoi. Donc déjà j'ai peur de ça, mais en plus de ça, comme je me souviens que c'était le cas pour le prieuré de l'Oranger, je pense que ce sera également le cas pour celui-ci. C'est une lecture qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention et de rigueur. Clairement, c'est quelque chose dont je ne suis pas capable en ce moment. Que ce soit par rapport à mon travail, que ma concentration, ma fatigue, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Et je sais que je serai pas suffisamment concentrée pour assimiler les informations et les retenir, parce que si c'est comme dans le prieuré de l'Oranger, ça part dans tous les sens au début, et il faut qu'on essaye de contextualiser un peu qui est qui, quel domaine, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les connexions entre ces différents personnages, enfin bref, il y a tout un world building à mettre en place de notre côté. C'est pas aisé. Donc du coup j'aimerais le lire, mais à un moment où par exemple, je dis n'importe quoi, bon il sera peut-être un peu gros pour se faire, ouais il fait plus de 1000 pages donc non on va se détendre, mais genre un gros week-end, genre on tape sur la semaine etc, où mon chéri serait bien disponible pour rester avec bébé Chouki et que moi je puisse m'octroyer un petit peu de temps, enfin je vois les choses plutôt comme ça, ou genre pendant qu'il est en vacances, ouais pendant les vacances c'est bien ça aussi. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que bah du coup ça vous aura plu un petit peu de voir les livres que j'ai du mal à sortir de ma pile à lire, qui pour vous ont peut-être été très facilement sortables, en plus qui ont été des coups de cœur, donc bon. Comme toujours, je demande votre soutien en commentaire afin de me dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces romans. Et si vous n'avez pas forcément envie de m'aiguiller mais que vous voulez quand même me soutenir, il y a toujours les pouces en l'air, il y a toujours la traditionnelle noix de coco. Et j'insiste, on est bientôt 15 000 par ici. Il ne manque vraiment plus beaucoup de Kimichou pour que ce soit le cas et j'ai hâte que ça arrive, autant pour le côté de se dire ah mais 15 000, mais aussi parce que bah il y a un gros concours en préparation avec les maisons d'édition. Je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.